Bienvenue pour cet épisode dédié à l'origine des kanji et à leur prononciation. Ces caractères empruntés aux idéogrammes chinois se retrouvent partout dans le quotidien des Japonais. Des néons publicitaires, aux panneaux de signalisation, en passant par les smartphones. Ils sont à la fois passionnants et effrayants pour l'apprenant de la langue japonaise. Les Japonais eux-mêmes ne connaissent pas tous les kanji. En moyenne, ils n'en connaissent qu'entre 2000 et 3000, sur les 6000 qu'en comportent les dictionnaires standards. Mais reconnaître un kanji et savoir l'écrire n'est pas la seule difficulté. Il faut aussi connaître la prononciation qu'il aura dans tel ou tel mot. D'où viennent-ils? Et surtout, pourquoi peuvent-ils se prononcer de plein de façons différentes selon leur emploi dans un mot? Une fois que l'on aura répondu à toutes ces questions, nous verrons alors que chaque kanji raconte une histoire qui nous permettra de retenir son sens. Remontons le temps jusqu'à la période préglaciaire et écoutons cette fois la grande histoire du japonais. Tout commença durant l'âge de glace. Une partie de l'hémisphère nord de la Terre était alors recouverte par de gigantesques glaciers et un épais manteau neigeux. Le niveau de la mer était d'environ 100 mètres plus bas qu'aujourd'hui. L'homme, grand chasseur et cueilleur, n'avait pas d'autre choix que de suivre les troupeaux d'animaux afin de trouver de quoi se nourrir et survivre. Et c'est naturellement qu'un groupe venant de Sibérie trouva un passage vers ce qui allait devenir plus tard l'archipel japonais. Il trouva de nombreuses ressources, du gibier, des poissons, des baleines et des températures beaucoup plus clémentes. Et pendant plusieurs siècles, il resta là, occupant le nord-est de cette zone. C'est dans cette région que furent retrouvées les plus vieilles poteries de l'histoire de l'humanité. Les historiens appellent cette période l'ère Jomon, qui débuta entre 10 000 et 400 avant notre ère. C'était l'âge des décorations de poterie par impression de cordes. Les Japonais appellent les peuples de cette période les Emishi, qui signifie les barbares qui ne sont pas sous l'autorité politique du Japon. Ils sont mentionnés pour la première fois dans le Kojiki en 712. Le Kojiki est un recueil de mythes décrivant l'origine des îles formant le Japon et des kami, les divinités du shintoïsme. D'après ce manuscrit, ils seraient les ancêtres d'un autre peuple, les Ainu. Ce fait est d'ailleurs confirmé par des tests ADN. Je vous mets le lien de l'étude en description. Les Ainu, qui signifie humain en Ainu, se seraient installés sur l'île d'Hokkaido et les environs vers moins 1300 et seraient originaires de Sibérie. Les Ainu sont animistes et vénèrent l'ours. Ils seraient cousins avec les Inuits, un autre peuple du Nord, dont ils partagent des points communs comme certains rituels animistes liés justement au culte de l'ours. Profitant de la glace qui relie Kyushu à la péninsule coréenne, d'autres groupes d'hommes, venant de Corée et des îles Taïwan, s'installèrent dans le sud. Chaque groupe avait ses propres rites, ses propres coutumes et sa propre langue. Peu à peu, la terre se réchauffa et le niveau de la mer augmenta avec la fonte des glaciers. Et la terre d'accueil des peuples Jomon devint un archipel d'îles dont la population était comprise entre 125 000 et 250 000 individus. Mais ils étaient bien loin de former un peuple uni. Les archéologues ont retrouvé des crânes datant de la période Jomon qui avaient la particularité de posséder une dentition de devant incomplète ou taillée, réalisée du vivant des individus. Cela marque une volonté forte de différenciation entre groupes ethniques. Vint ensuite la période Yayoi, qui débute en 800 avant notre ère et s'achève en 250 de notre ère. C'est une période où l'on commence à cultiver le riz en terrain inondé. On commence aussi à travailler le bronze et le fer grâce à des technologies importées de Corée. En 1950, une hypothèse a été émise selon laquelle des migrants venant s'installer à Kyushu, l'île du Sud, se seraient mêlés à la culture Jomon, refoulant ainsi vers le nord le peuple aborigène
les Aïnous. Jusqu'à maintenant, vous l'aurez compris, nous trouvons beaucoup de traces de poterie, d'agriculture. Nous savons alors que l'archipel est peuplé par des agriculteurs et composé de nombreuses ethnies. Et malgré cette organisation sociale, aucune trace d'écriture n'a encore été retrouvée. S'ensuit alors la période Kofun, qui va de 250 à 538 de notre ère, c'est l'âge du fer. Kofun est un mot japonais qui désigne des tertres funéraires, dont ceux en forme de trous de serrure apparaissent entre le 3e et le 7e siècle dans l'ouest du Japon. Ces constructions sont très intéressantes du point de vue social, car elles matérialisent le travail des collectivités agricoles autour d'un chef. Cette période est la plus ancienne époque de l'histoire japonaise, consignée dans des textes écrits postérieurement. C'est à l'ère Kofun que monte en puissance une élite issue de la région du Kansai, dont les ancêtres venaient de Corée. Elle impose de nouveaux procédés, religieux ou technologiques, et commence donc à former un bagage culturel commun entre les régions voisines, non pas par la force, mais par un esprit de partage. Du moins, c'est ce que rapporte le Kojiki. Cette période s'achève avec l'instauration d'un État, avec à sa tête un souverain, le Tenno, l'empereur. Commencent alors à s'installer les bases de la future culture japonaise. Plusieurs échanges ont lieu avec la Chine et la Corée. Les comptes rendus sont rédigés en caractères chinois. Nous l'avons vu, l'écriture était jusqu'alors inconnue par les Japonais indigènes, qui commencent à apprécier l'utilité du système de caractères chinois, qui sont les idéogrammes. La période Kofun laisse alors place à la période Asuka, qui est marquée par l'introduction du bouddhisme, la religion officiellement présentée en 538. Cette période coïncide avec la réunification de la Chine sous la dynastie Sui. Le Japon est alors profondément influencé par la culture chinoise. Avant le bouddhisme, la religion était un mélange de polythéisme et d'animisme, qu'on a par la suite appelé le shintoïsme pour le différencier du bouddhisme nouvellement importé. Maintenant que les bases sont posées, nous allons pouvoir comprendre un peu mieux l'origine des différentes prononciations des kanji, et nous aborderons cela dans une deuxième partie, dans une deuxième vidéo. En attendant, si vous avez aimé le contenu de celle-ci, je vous invite à la liker et à la diffuser autour de vous. Je vous dis à très vite, c'est promis.